12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Place à la critique et place aujourd'hui à 2 films avec de l'action, de la vengeance, du complot, mais aussi de l'amour, des bons sentiments et du drame. Bref, l'esprit de Noël est bien là, entre déchirement et résilience, entre la suite des 3 Mousquetaires et le film Winter Break. On va voir si l'esprit de Noël reste là avec nos chroniqueurs et nos débatteurs. Adrien Desnoëttes, bonjour. Bonjour. Vous êtes critique de cinéma et auteur. Face à vous, Thierry Chaise. Bonjour Thierry. Bonjour. Journaliste, critique de cinéma et vous êtes le directeur de la rédaction du magazine Première. Soyez tous les deux les bienvenus dans les Midis de Culture. Et on commence avec les 3 Mousquetaires, Milady de Martin Bourboulon. J'ai cru à la liberté. Les hommes, depuis que je suis femme, leurs mains m'ont prise, souillée, trahie. Ma vie a été la leur. Ma mort sera la mienne. Ce que j'ai fait, ou que je vais faire, je l'ai fait pour la grandeur de la France. Ça y est, on y est. Voici la suite des aventures des 3 Mousquetaires, version année 2020. Après D'Artagnan, on suivait l'arrivée du jeune Gascon à Paris, découvrant ses compagnons mousquetaires, Athos, Aramis et Porthos, mais aussi toutes les intrigues politiques entre catholiques royalistes et protestants républicains. Voici donc Milady, la dangereuse, dont on ne comprend pas trop, enfin en tout cas c'est mon cas, peut-être vous m'expliquerez, les intentions, si ce n'est celle de se venger à tout prix. D'Artagnan devra donc l'affronter, Milady, que ce soit pour sauver sa dulcinée Constance, ou pour sauver le royaume parcourant les territoires de la Rochelle à l'Angleterre. Moins sombre à l'écran, mais plus tragique dans ses destinées individuelles, plus elliptique dans les intrigues, mais plus approfondie dans les psychologies. Est-ce que vous validez cette suite des 3 Mousquetaires, Thierry Chaise ? Oui, je valide plutôt. Moi, je trouve que l'exercice est à chaque fois impossible. Quand on se dit, même s'il y a 2 films, et on imagine plus une série, puisque comme à chaque fois, il y a tellement de personnages qu'on va dire « Ah, mais pourquoi il n'y a pas plus les valets ? Ah, mais pourquoi ?» Donc, Ou telle intrigue. Oui. Et pourquoi on fait autant de sous-intrigues, quitte à couper, parce qu'on ne se concentre pas sur une intrigue principale. Donc, je pense que c'est impossible d'être, enfin, en tous les cas, moi, d'être totalement convaincu. Mais il se trouve que au moins, ça respecte le titre de ce 2e volet. Milady. On est sur elle. C'est déjà bien. Et déjà bien. Ça ne ment pas. Et que dans cet ensemble de personnages et dans ce film, qui a un côté très classique, voir débouler Eva Green et la proposition qu'elle fait, qui est une proposition un peu plus décalée, presque à côté. Le réalisateur lui disait, il faut que tu joues droit. Et je trouve que justement, elle ne joue pas droit. Elle ne joue pas non plus contre le film, mais elle permet des petits virages qui amènent, et moi je trouve qu'elle a un charisme, une puissance, et qu'on a rarement l'occasion de l'avoir jouée en français, où elle exprime pleinement quelque chose. Donc, grâce à Milady, ça balaye beaucoup de mes réticences. Adrien Desnoëttes. Alors, je suis très partagé sur ce film parce que, en fait, le premier volet m'avait complètement laissé sur ma faim. Je faisais partie non pas des déçus parce que j'en attendais pas grand-chose non plus, mais je faisais partie de ceux qui, j'avais l'impression que le film me laissait le choix d'aimer ou pas, qui me laissait la responsabilité de choisir si c'était bien ou pas. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Débrouillez-vous. Voilà, débrouillez-vous avec votre avis critique. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'on a fait, de ce qu'on a retenté de faire, à savoir du blockbuster français et tout ça ? Et je faisais vraiment partie du lot de ceux qui étaient déçus. Je trouvais que c'était laid, vraiment à la croisée vraiment visuellement laid, c'est-à-dire à la croisée de... C'est un gros sujet, il faudra qu'on en reparle d'ailleurs. Quand même, j'y reviens, après je reviendrai sur Milady, mais à la croisée du Pacte des loups quand même, qui est le dernier grand exemple de blockbuster de KPDP, à la croisée aussi de Sergio Leone un petit peu, mais aussi de la direction artistique de Desigual. Enfin, je trouvais ça vraiment très très moche. Et alors Desigual, une marque très... Ouais, pardon. Tout le monde sait ce que c'est vêtements un peu colorés. Desigual est devenu laid d'un point de vue proverbial. C'est bon, à m'expliquer, voilà. on sait ce que ça veut dire. Et du coup, je trouvais que le film était un peu abandonné de ce point de vue-là, abandonné à sa vitesse, abandonné à des ambitions autres, qui ne me satisfaisait pas tant que ça. Là, oui. C'est-à-dire que le film, en fait, prend un parti pris qui est celui de la vitesse et de l'énergie. On essaie de mettre de l'énergie dans des gros films français qui en manquent la plupart du temps quand on essaie de faire du drame et de l'aventure. Et ça marche. Je trouve que le film est vraiment emporté dans sa vitesse. Je suis d'accord avec Thierry, c'est plutôt dû au fait, assez paradoxalement, c'est plutôt dû au fait qu'on recentre sur Milady. Je dis paradoxalement parce qu'en fait, la promesse de recentrer sur Milady, c'est la promesse de recentrer sur l'aspect du livre d'origine, qui est celui de la conspiration et du complot. Or, en fait, tout ça est complètement balayé. C'est-à-dire qu'on ne comprend rien. Je suis d'accord avec votre intro. Hein. L'intention de Milady, c'est-à-dire que c'est son nom, c'est elle qui mène, c'est un fil rouge, mais qu'est-ce qui la meut ?
La vengeance. Oui, non, mais d'accord, mais la vengeance, mais les vengeances des autres pourraient très bien aussi être. Il y a d'autres vengeances en jeu. Oui, mais voilà. c'est elle qui va aspirer un petit peu toute cette intrigue, surtout qu'on va essayer de la faire rentrer. Disons, en fait, vous savez, c'est un peu de notre époque, on essaie de faire rentrer, on essaie de féminiser les intrigues, voilà, c'est comme ça, on essaie de mettre des personnages féminins au centre de l'intrigue, aucun problème là-dessus. Le problème, c'est que la forme que ça prend, et notamment dans le cinéma américain, que le film regarde quand même beaucoup, c'est qu'on va faire rentrer des personnages féminins dans des intrigues viriles, toujours aussi rapides, toujours aussi bastonnes, bagarreuses et tout ça. Ça m'aurait posé problème si le film avait choisi quelqu'un d'autre qu'Eva Green. Or, Eva Green, je trouve que c'est un très bon choix. Parce qu'Eva Green, il faut quand même rappeler qui c'est. C'est l'actrice francophone la plus comic book de notre répertoire. Et j'ai même envie de dire, la seule, tout sexe confondu. C'est la seule qui a joué dans des films comme 300, qui a joué de manière extrêmement convaincante, qui a travaillé la physicalité de son jeu. Et en fait, pourquoi j'en viens là ? Parce que paradoxalement, ça respecte pas du tout le côté complot de Milady dans le Dumas, mais Eva Green incarne et crédibilise les ambitions, je dirais, films d'action, vraiment grand spectacle à l'américaine, même que ce soit à l'américaine, que ce soit du côté du blockbuster, mais aussi de la série, elle crédibilise ça. C'est-à-dire que je crois plus en Eva Green, qui fait des scènes de baston, que en Pio Marmaille. Et d'ailleurs, le film la moitié du temps. Ça, c'est intéressant aussi, parce que le premier volet, c'était vraiment un volet d'exposition. D'Artagnan arrive, on voit comment il se lie d'amitié avec les 3 autres mousquetaires. Là, les autres mousquetaires, ils sont presque absents. Pio Marmaille et Romain Duris, Aramis et Porthos. Bon, voilà, et le film est beaucoup moins drôle que... Enfin, en tout cas, joue moins sur cette veine-là, il est beaucoup plus tragique. Et parce qu'il y a moins Louis Garrel aussi, parce que celui qui a apporté l'humour dans la première partie, c'était le roi que campait Louis Garrel, qu'on voit là maintenant dans 2 ou 3 scènes. Parce que Pio Marmaille et Romain Duris n'étaient pas très présents dans le premier, ni très un peu plus quand même, il y avait l'esprit de groupe. Mais parce qu'il fallait présenter les personnages, mais ce qu'ils avaient à faire, alors que Louis Garrel avait vraiment quelque chose à jouer. Je pense que comme Eva Green, c'est quelqu'un aussi qui a pris en charge son personnage et qui a un peu dépassé ce qu'on lui avait demandé. Et c'est complètement ça, c'est-à-dire que il y a comme on fait Milady à fond, on peut pas en 2 heures de temps faire autre chose. Et donc, on les élimine et on sent aussi qu'il y a plus une envie du réalisateur de filmer Eva Green de par tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire de par tout ce qu'elle amène. Donc oui, on est frustré, enfin, on peut être frustré à partir de là. On voit moins aussi la reine qu'incarne Vicky Krieps. On voit évidemment moins le personnage de Constance qu'incarne Nina Coudry, parce qu'elle est capturée. Donc, il y a un c'est-à-dire que la première partie, on nous disait, voilà, tous ceux qui sont là, choisissez ceux que vous préférez, mais voilà. Et là, non, mais nous, on va mettre en avant elle. Voilà. C'est le très beau paradoxe du film qui, à mes yeux, par rapport à ce qu'il voulait faire, à savoir renouer avec l'aventure, le grand spectacle, voilà, la bagarre aussi, on va voir des belles scènes de combat. Plutôt, moi je l'ai trouvé, j'étais déçu. Mais c'est le grand paradoxe de ce deuxième volet que j'aime bien, c'est qu'en fait je le trouve plus viril que le premier. Et justement pour cette raison-là. Parce que c'est Milady. C'est Milady et c'est Eva. Non, en fait c'est pas Milady, c'est Eva Green. Enfin, c'est vraiment, j'insiste. C'est pas Milady, c'est Eva Green. C'est-à-dire qu'on va chercher cette actrice de film d'action qui a joué dans le cinéma américain, qui est très plastique, qui est très figurale, et je trouve qu'elle est plus virile que tous les autres acteurs. Mais ce qui est paradoxal, c'est que Martin Bourboulon donc a tourné les 2 films pratiquement en même temps. Il a travaillé ce deuxième volet. Il le dit à partir des retours d'expérience, ça me fait beaucoup rire ce terme, donc des rétex de spectateurs en salle qui l'ont fait des remarques sur le premier volet en disant que l'image était trop sombre ou alors trop jaune, que l'intrigue était trop touffue. Donc il a voulu recentrer, mais paradoxalement, voilà, le côté approfondi, tragique de trajectoire individuelle, on le ressent pas tant que ça. C'est-à-dire la dimension psychologique, tragique et tout, elle est pas du tout là. Non, pas du tout. Vraiment, le film est tellement emporté dans sa vitesse et dans sa volonté justement de satisfaire ce désir-là du spectateur. Ça se sent vraiment le côté fan service, le côté qu'avez-vous pensé du film il y a 9 mois, mine de rien 9 mois c'est le temps d'une gestation de montage. On va réajuster et on comprend que le parti pris qu'a pris le film c'était tout pour l'énergie, tout pour l'action, la dynamique. Ce qu'il arrive plutôt à faire, et du coup, il survole tout. Il survole les émotions, il survole aussi sa substance tragique. Voilà. Ah ouais, non, mais il y a des ellipses, on se croirait dans Jason Bourne, à un moment qu'il a pris le TGV, qu'il a pris un avion. Ah oui, voilà, on passe de l'Angleterre à La Rochelle, Thierry-Chette, justement. Sur le côté trop elliptique. Non, mais cette vitesse, c'est le bon et le mauvais côté de la vitesse. La vitesse, c'est qu'on ne s'ennuie pas pendant 2 heures, mais on se dit, mais comment... Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est... Et en fait... Mais vous réfléchissez trop. C'est ça. Non, mais la logique, à un moment donné, s'impose. Et il y a quelque chose qui ne marche pas. On coupe. Alors, ça, je regrette. Par contre, je trouve que à l'image, c'est quand même mieux. C'est-à-dire que vraiment... Et d'ailleurs, les toutes premières images qu'on avait vues, la première photo, c'était vraiment très Pacte des loups. Et on se disait, tiens, ça va être un peu un film... Le Pacte des loups étant inspiré par les films de kung-fu... dans cet esprit-là. Et en fait, c'était image Pacte des loups, mais sans ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire, c'est très sombre. Là,
on revient à quelque chose de différent, et ça, j'ai plutôt apprécié. Par contre, le côté vivacité, on se dit, mais, et donc, et ça se termine, et de la même manière, sans réveiller la fin, bon, ça se termine, on se dit, bon, et donc, rendez-vous dans 9 mois, quoi. C'est assez étonnant. Il va quoi. tellement vite qu'il ne Adrien prend le Denouet. temps de Oui, rien, rien. et y compris de ressentir, nous faire ressentir ses Ouais. émotions. Il y a quand même des drames qu'on va pas inventer, mais il se passe enfin, si vous connaissez un peu l'histoire, des choses tragiques qui se passent à la fin, et il se trouve que le film ne prend même pas le temps d'infuser cette émotion-là, qui est quand même le Voilà, minimum. ça manque quand même Oui. un petit peu. Non, ça manque pas. Non, c'est là que je vous dis que c'est paradoxal. C'est une appréciation paradoxale. Ah ben moi je trouve que ça manque, par exemple, sur le fait quand même de défendre un film. Alors bon, même si on oubliait le texte, le discours de Martin Bourboulon sur le fait qu'il veuille s'intéresser à des tragédies individuelles, il y a quand même un côté où ça manque de ne pas s'installer à un moment donné avec Milady, avec Constance et aussi en fait avec D'Artagnan. Qu'est-ce qui le pousse à suivre, à rechercher Constance? D'accord, l'amour, d'accord, la vengeance pour Milady, mais c'est pas assez. C'est presque trop frêle. Ça manque si on avait été capable de faire un très grand film, un chef-d'œuvre, ce qui n'était. Enfin, oui, bien sûr, on essaie toujours de faire un très grand film, surtout quand c'est très bien produit, mais je pense qu'ils ont resserré des intrigues, ils ont resserré des enjeux et des partis pris autour, voilà, des retours spectateurs. Et moi, ça ne me manque pas parce que le résultat, je veux dire, je préfère un film qui échoue sur quelques aspects pour vraiment réussir sur sa colonne, plutôt que quelque chose qui m'aurait ennuyé. Alors Or, là, le film ça est réussit. très divertissant. Voilà, Et c'est ce qu'on attend voilà, donc d'abord. la colonne, on d'un est d'accord, grand c'est du spectacle. divertissement, C'est c'est du grand divertissement. spectacle. Et je trouve Thierry que Chaise. même les scènes de combat sont mieux Ah oui. que dans le premier, y compris dans. Alors c'est bizarre parce que on a un film très rapide et je trouve qu'on arrive sur ces scènes-là à pas faire quelque chose justement d'ultra découpé. On fait des plans serrés, des planches, mais c'est presque là où à certains moments ça prend le plus le temps. Et du coup, la scène de La Rochelle, par Ben exemple. voilà, j'aimerais en parler. Moi, je trouve que c'est un morceau de bravoure. Il y a en plus assez tôt dans le film, donc c'est pas. Et puis il y en aura une autre à la fin avec l'incendie. Mais donc, moi, j'ai l'impression quand même que cet aspect-là, est pris en compte et mieux pris en compte que dans le premier. Peut-être parce que justement, on ellipse tout le reste. On se dit bon ben, voilà, on va évacuer tout l'aspect psychologique et on va vite. Et on va vous donner du combat. Alors sur cette scène justement, donc la prise de La Rochelle, où sont les protestants et donc les mousquetaires au service quand même du roi vont défendre voilà le territoire, le royaume français. Cette scène-là, elle est quand même assez incroyable, non, Adrien Denouet? Parce que vous étiez un petit peu mitigé sur le côté bon, les scènes de combat, c'est pas génial. Si, non, oui, elle me plaît, mais elle va tellement vite, je saisis pas tout à fait Oh les enjeux. je non, comprends elle pas s'installe qui est un peu protestant. là C'est la pour seule le qui coup. s'installe. Oui, elle s'installe un peu. Par rapport au reste. En fait, j'ai vécu tout avec une espèce de vitesse accélérée. J'ai eu l'impression que le film s'excusait presque d'exister en me disant t'inquiète pas, la fin arrive, regarde Oh la porte de sortie par là-bas. non, mais pas sur c'est cette pas grave. scène, Mais non. une fois encore, c'est pour ça que je vous dis que j'ai une appréciation paradoxale. On dirait que c'est raté quand j'en parle, mais en fait non, c'est très divertissant. Et c'est ce que je demandais en premier lieu à un blockbuster français, de ne pas m'ennuyer. Parce que bon, voilà, c'est peut-être mon problème, mais je m'ennuie souvent devant les films. Celui-ci ne m'a pas ennuyé. Et je pense que c'est le résultat de ces calculs. C'est un très bon critère. Mais j'aimerais revenir sur une chose pour finir que vous avez souligné tous les deux, à la fois sur le premier volet et sur ce deuxième volet, c'est que c'est vrai que c'est un film dont on a du mal à dire s'ils sont bons ou pas. C'est-à-dire que voilà, il y a quelque chose où il nous laisse, il n'y a pas vraiment de parti pris en fait. Ceux qui veulent y voir un peu de tragédie en trouveront, ceux qui veulent de l'action en trouveront. Il n'y a pas vraiment en fait une ligne. Moi, mon hypothèse, Adrien c'est Denouet. qu'on sait ce qu'ils ne sont pas et ce qu'ils essaient de ne pas être. À savoir, le seul grand spectacle de cinéma français qui marche, à savoir de la grosse comédie populaire. Et on essaie de faire autre chose qui marcherait. Or, pardon, mais moi, quand je sors d'un film comme ça, que j'apprécie assez, enfin, je veux dire, une fois encore, c'est pas ennuyeux, je reste sur l'idée que, pardon, mais désolé, mais les deux meilleurs films de KPDP qu'on ait fait, ça reste un Rapno qui n'allait pas vite du tout, à savoir Cyrano, et ça reste Les Visiteurs. On n'arrive pas. De KPDP, les Ah oui, visiteurs, non. mais moi je suis d'accord, j'aime beaucoup les On n'arrive visiteurs, pas à oui. transcender, alors de KPDP de costume, pardon. Donc on est vraiment n'arrive resté pas à dépasser- bloqué dans les années 90 Ah, mais avec clairement. vous. Mais l'idée du blockbuster français qui tutoierait les sommets américains, ça vient de là, ça vient des années 80-90. Oui, mais- Canal, tout ça qui avait essayé de le faire. Et de Claude Thierry Berry. Chaise. Et de Claude Berry, qui est Dimitri Assam et donc de sa famille. Et Dimitri Assam, quand il se lance dans ça, il a Cyrano en tête, qui n'est pas produit par Berry, mais il a Jean de Florette, Maman des Sources. Ah oui. Et je pense que les critiques à l'époque sur Jean de Florette, Maman des Sources, disaient un petit peu les mêmes choses. Moi, je trouve, en tous les cas, il y a quelque chose qui réussit, c'est que il y a une actrice qui convient au personnage, et il y a un côté divertissement. Ce divertissement qui était quand même l'ambition première de Dimitri Assam. Moi, je trouve que ça se pose là. Qui est le producteur. Voilà, qui est le producteur et qui est vraiment l'initiateur de ce projet. Oui, il y a Martin Bourboulon, oui, il y a les deux scénaristes de La Portée d'un Patelière, mais c'est
Dimitri Rassam qui fait que ce film est là, produit. Bourboulon, Voilà. Bourboulon qui vient de la comédie, qui vient de Papa et Maman, qui était une bonne comédie pour Très bonne. Deuxième volet, très bon aussi. Bon, en tout cas, allez-y pour Eva Green. Oui. Il me dira où elle est ou je jure de le tuer. Regarde, D'Artagnan. Cette femme t'a envoûté. Nous sommes des tueurs, d'Artagnan, que cela vous plaise ou non. Que chaque hérétique du royaume sache ce qu'il en coûte de défier le roi. Mousquetaire, vous êtes soldat pour mourir. Je vous emmène là où on meurt. Les Trois Mousquetaires, Milady de Martin Bourboulon. Je crois qu'Eva Green joue dedans, si j'ai bien compris. Et c'est donc en salle aujourd'hui. 12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Et on parle à présent de Winter Break d'Alexander Payne. Monsieur, je comprends pas. Ça saute aux yeux, en effet. Mais je peux pas être calé. Oh, ne soyez pas modeste, monsieur Kunz, vous le pouvez tout à fait. Monsieur Hanam. Bonsoir, Marie. Vous vous coltinez le babysitting de Noël cette année, alors comment ça se fait? Tu sais qu'il a fait ses études ici? Oui, c'est pour ça qu'il sait comment s'y prendre pour nous faire souffrir un maximum. Ce sera votre Rubicon. Je vous interdis de franchir le Rubicon. Winter Break. Oh merde! Monsieur Hanam! C'est l'histoire d'un prof d'histoire antique, bourru, antipathique, détesté de ses collègues et de ses élèves. Mais c'est aussi l'histoire d'un élève, brillant mais insolent et isolé. Et c'est aussi l'histoire d'une femme, cantinière, endeuillée par la mort de son fils au Vietnam. Ces histoires sont la même, 3 personnages qui se retrouvent dans un lycée privé huppé et déserté pendant les fêtes de fin d'année et qui vont devoir faire ensemble. Alors évidemment, ils se détestent, mais l'esprit de Noël, de réconciliation et de bienveillance saura bien y faire. Voici donc un film spécial 25 décembre, dans la veine vintage des années 70 et des gentils mélos des années 90. Est-ce que c'est le parfait conte de Noël, Adrien Desnouettes? Alors là, pour le coup, comme rarement, j'ai eu 2 ressentis. Le film fait à peu près 2 heures. Habituellement, vous avez combien de ressentis? D'habitude, j'en ai un. C'est-à-dire que j'ai un avis sur un film, et puis voilà, ça se finit, je l'argumente et c'est terminé. Là, j'ai vraiment eu deux très schizophrènes. Il nous dit tout aujourd'hui. Ah oui, je vous livre vraiment les coulisses de ma folie. Le retex de Adrien. J'ai eu 2 ressentis. Le premier, je suis absolument charmé. Mais vraiment charmé au bon sens du terme. Je suis séduit. Alors, tout est fait pour me séduire aussi. Le logo de la Universal des années 70, dans sa patine vintage, un très très beau Poudlard, donc un lycée, un établissement scolaire privé avec des acteurs qui sont plutôt vraiment tous assez bons, un niveau de jeu qui est d'emblée assez haut. Paul Giamatti qui est quand même pas un manchot de l'interprétation. Voilà, qui interprète le prof bourru. Qui interprète ce fameux prof bourru, cette espèce de Scrooge. C'est un peu le programme dickensien, je sais pas comment on dit. Bref, le Christmas Carol, quoi. Et je suis vraiment, mais absolument, mais tous les chakras sont ouverts pour que j'accepte que je l'adore et que tout marche. J'avais envie de ce conte de Noël. Enfin, je veux dire, voilà, on a l'approche des fêtes, on a envie de quelque chose de très réconfortant. Et pendant la première heure du film, en gros, jusqu'à une soirée au milieu, qui a lieu au milieu, je suis hyper charmé. Et puis à un moment, il me plaît. Jusqu'à ce que donc vraiment, quand je dis que c'est charmé, c'est qu'il y a vraiment un enjeu de reconstitution des années 70. Et donc, l'enjeu de ce truc-là, cinématographiquement, c'est d'avoir envie d'y être, d'avoir envie de vivre dedans. C'est pas le premier à le faire. D'ailleurs, dernièrement, on a eu beaucoup de films comme ça, quels que soient les sujets. Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino nous donnait envie de se retrouver en 69. Richard Linklater aime beaucoup ça aussi. Nous plonger dans les années 80 de son enfance, tout ça, dans des internats, tout ça, il adore ça. Et ça marche bien. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, le fond du film est beaucoup plus conformiste que ce qu'il promettait. Donc, deuxième ressenti, là. Deuxième ressenti, je comprends qu'en fait, depuis le début, on est à Boston, on est dans une patine vintage des années 70, on regarde beaucoup du côté du cinéma de cette époque-là, notamment Al Ashby. Al Ashby, pour rappeler, c'est Harold et Maude. Al Ashby, c'est Goodbye Mr. Chance. Que j'apprécie plutôt, c'est une grande référence des années 70, et je me dis, bon, très bien, emmène-moi sur le terrain mélancolique de Al Ashby, sauf qu'il n'y va pas. Le film n'a pas le courage de sa mélancolie, le film n'a pas le courage de sa misanthropie, la misanthropie des personnages n'est jamais épaissie, je ne crois pas une seconde à la misanthropie du personnage principal, joué par Paul Giamatti, qui, à chaque fois qu'il va se rendre coupable de quelque chose de sadique, va tout de suite, mais très vite, être contrebalancé par une espèce de touche d'humanité, si bien qu'on ne comprend pas. Oui, c'est Noël, mais pour ça, il faut qu'il y ait un conte. Si vous voulez un conte, il faut qu'il y ait d'abord des traits méchants. Il faut qu'on creuse les personnages dans leur cruauté. Voilà, qu'on creuse. Ouais, exactement, la cruauté du conte. Je ne crois pas une seconde à la cruauté de ce personnage-là. Je ne crois pas non plus énormément au désespoir du jeune garçon.
Angus. Je crois pas à grand chose. Je crois même pas en l'intérêt du film pour ce troisième personnage qui est cette cantinière, Marie. qui porte un peu toutes les casquettes des minorités, donc raciales, sexuelles, puisque c'est la seule femme en fait du film, et voilà, minorité qui est en deuil, quoi. Et minorité sociale évidemment, parce que c'est plutôt un univers riche. Je ne crois pas du tout dans le film, et le film s'embourbe dans quelque chose de beaucoup plus comme s'il était hyper pressé de montrer à quel point tous les personnages étaient finalement très gentils. Très gentils, et qu'on pouvait les sauver en fait. Thierry Chaise, combien de ressentis? En fait, 2, mais alors moi c'est le contraire, c'est-à-dire que moi Alexander Payne, c'est un réalisateur vraiment que je peux aimer, mais qui a toujours pour moi une dose de cynisme dans chaque film, c'est-à-dire que il y a un ton doux amer où quand même l'amertume l'emporte sur la douceur. Et pour les auditeurs qui, voilà. C'est Sideways, c'est Monsieur Schmidt avec le sexagénaire que jouait Jack Nicholson, traitement dépressif. C'est le personnage de George Clooney dans The Descendants, qui est un avocat un peu dépassé avec ses chemises à la Magnum. Il y a toujours chez lui quelque chose et là, à chaque fois j'ai un doux ressenti, qui me fait plutôt marrer, et puis qui à l'arrivée me gêne un peu, parce que j'ai l'impression que je me marre contre quelque chose et pas avec. Et ce qui m'a, moi, séduit, c'est que, justement, il y a un côté là, pour la première fois, où, en effet, moi, en fait, j'ai presque vécu comme un suspense, à quel moment va arriver la saloperie, la méchanceté, le cynisme, à quel moment on va aller trop loin. Et c'est parce que on ne va pas aussi loin que, du coup, moi, j'ai vécu le film d'une autre manière, en me disant, ok, donc il va vers le conte de Noël. Je pense aussi que moi, si j'ai aimé ce film-là, c'est parce que c'est des films qu'on ne voit plus depuis un petit moment. Alors voilà, c'est ce qu'il a aussi. On est sacrément conscient. Hein. Voilà, mais c'est ce qu'il a voulu faire, des films des années 90 avec des grands sentiments, Will Hunting par exemple. Ça n'est pas disparu, et ça c'est vrai, parce que évidemment, lui, sa référence c'est à l'HB et c'est les années 70, mais que nous et lui-même ramène vraiment vers ça. Ça n'a pas disparu, et sa fameuse scène finale, où on s'aperçoit que ce professeur qui est mis dehors est finalement une moitié des élèves. Et c'est ça qui fait qu'il y a un attachement, comme une espèce de Madeleine de Proust qui revient, qui fait que c'est peut-être pas le plus grand des films, mais que moi j'y ai pris un attachement et que j'ai accepté le côté un peu guimauve, d'aller jusqu'au bout de ça et de pas avoir en effet un truc on peut se dire quand même c'est un peu lisse. Oui, c'est un peu lisse. Mais c'est marrant parce que justement vous, Adrien, vous reprochez presque le fait de ne pas être assez loin. Pas que dans la cruauté, mais aussi dans la mélancolie. Donc en fait, ce côté guimauve-là qu'a trouvé Thierry Chaise, vous ne l'avez pas trouvé finalement. On aurait pu aller encore plus loin dans les bons sentiments. Mais bien sûr, et c'est pour ça que je parlais de Al-Ashby tout à l'heure. N'oublions pas que la mélancolie, c'est pas simplement une teinte, une gamme ou un choix, un parti pris. Tiens, on va avec faire un une truc photographie un peu matinée. La mélancolie, c'est un sentiment de vide et quelque chose qui peut frayer même avec le morbide. Donc des choses qui ne sont pas du tout sympathiques, des enjeux qui doivent nous être ressentis. Et d'ailleurs, dans des contes de Noël vraiment pour enfants, vraiment, on est une fois encore, je le situe vraiment dans cette espèce il est à la fois sur le body movie, c'est-à-dire l'idée d'appareiller des contraires et de faire une espèce de récit comme ça de duo, et il regarde très très fort sur les contes de Noël, et donc sur A Christmas Carol de Dickens, et donc sur l'idée de Scrooge, c'est-à-dire l'idée du Grinch si vous voulez, une espèce d'acariâtre profondément misanthrope, dont on doit croire à la misanthropie, donc la vraie misanthropie, c'est-à-dire la haine, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune haine dans ce film-là. Et la mélancolie que je pouvais trouver par exemple dans Harold et Maude, qui est pas beaucoup cité par le réalisateur, alors que je trouve que c'est ce vers quoi il regarde le plus en fait. Il regarde vers cette espèce de couple transgénérationnel. Donc là, c'est un jeune garçon et un père de substitution en fait, qui vont se retrouver comme deux béquilles, qui vont comprendre qu'elles ont des terrains communs. Harold et Maude, c'était beaucoup plus dérangeant. Il y avait une substance beaucoup plus morbide. C'était un jeune garçon qui simulait des suicides. Enfin, on allait très très loin dans ce que la mélancolie peut avoir de profondément dérangeante. Et ça, c'était l'esprit des années 70. S'autoriser à faire ce qu'on s'interdisait à faire avant, dans le cadre classique du cinéma américain. Et je trouve que là où le film est plutôt faux cul, en fait, c'est que en nous promettant avec sa patine vintage des années 70, et même en citant Al-Ashby, en nous promettant de retrouver pas simplement le vernis ou la patine, mais aussi l'état d'esprit, la complexité des années 70, en fait, on surfe complètement là-dessus. Et on se retrouve effectivement plutôt sur des films de programme années 90, mais moi j'aime bien le Cercle des poètes disparus, et surtout Good Will Hunting. Mais Will Hunting, déjà, il y avait Robin Williams, qui est... qui était un peu le représentant de genre de la mélancolie. De la mélancolie. Oui. Robin Williams, on sent la dépression intérieure. Ouais. Et ça, Paul Giamatti en fait des caisses. Donc il manque Robin Williams. Bon là, oui, mais faut rien y faire. Non, mais c'est peut-être lié en effet à l'incarnation de Paul Giamatti, que moi j'aime beaucoup, mais qu'on a du mal aussi à détester et à voir en total misanthrope, quoi qu'il arrive. Il a presque un visage drôle, en fait, burlesque. Parfois, il a les yeux un peu arrondis, il lève. C'est pas grave. Voilà. Non, mais Williams Robin Williams. Plus burlesque que mélancolique. Ça fait monstrueux, et la monstruosité, ça peut être très très bien relié avec la mélancolie. Il y a un truc chez lui
qui fait qu'en effet, alors on a beau montrer qu'il est rejeté par tout le monde, qu'il a des problèmes de maladie qui fait qu'il a d'un seul coup il sent le poisson quand il y a ces malgré Giamatti. Et en effet, quand on parlait de Robin Williams, que ce soit dans Le Cercle, Les Poids disparus ou dans Will Hunting, il y a un plan sur son visage et ça crée plus de choses. C'est pas que Giamatti est mauvais, c'est pas du tout ça, mais il n'arrive pas à transcender le rôle par rapport à ce que Robin Williams pouvait faire sur un personnage classique comme Le Cercle des Poids disparus. De même que tout à l'heure on a parlé d'un Eva Green movie, en fait c'était un Robin Williams movie sans Robin Williams. Ça. Alors qu'est-ce qui se passe justement? Alors une question quand même sur ce genre de film, pourquoi ils ont disparu? Parce que Robin Williams a disparu aussi en fait. Est-ce que cette veine-là en fait elle ne plaît plus parce que elle était finalement un peu trop lisse, un peu trop conformiste, elle tombait un peu trop dans la guimauve, on est dans une époque de cynisme? Non, c'est clairement un manque de courage. On ne fait plus confiance aux auteurs indépendants de la part de l'industrie hollywoodienne, je veux dire. Et, on fait plus confiance aux auteurs indépendants. On est quand même dans un moment de crise pour le cinéma américain, qu'il soit indépendant ou industriel. Là, on est plutôt sur de l'indé. Il y a un moment de crise où en fait les studios qui avant distribuaient les films indépendants n'osent plus partir sur des propositions aussi pas radicales mais auteuristes. Exactement. Tous les studios, les grands studios, toutes leurs filiales auteurs sont arrêtées. Miramax, on sait ce qui s'est passé, c'est quand même eux qui produisaient énormément de films dans les années 90. Miramax est terminé depuis Weinstein, et que, en fait, ce qui marche aux États-Unis normalement, c'est les suites et les super-héros. Et ces films-là, qui étaient un peu la norme, ont disparu. Et ce qui est terminé, par ailleurs, je ne sais pas si on peut clore là-dessus ou quoi, mais en fait, ce qui faisait exister ces films, on parlait de Robin Williams, mais c'était des locomotives acteurs. Or, ce qui s'est passé ces 20 dernières années, c'est la fin du Star System. C'est-à-dire que Robin Williams a certes disparu, mais Jim Carrey aussi, Eddie Murphy aussi. Il n'y a plus que Tom Cruise qui fait des films tout seul en solo là sur sa comète. Mais sinon, on ne peut plus monter un film, on peut plus faire un Robin Williams movie. Parce que en fait, c'est les franchises qui ont complètement pris le pas là-dessus. Winter Break d'Alexander Payne, donc sans star, en salle aujourd'hui, mais un bon conte de Noël, à vous de voir. Merci à tous les deux, Adrien Desnouettes et Thierry Chess qu'on vous lit dans le magazine Première. Toutes les références sont sur le site de France Culture, à la page de l'émission et sur l'application Radio France.